Bonjour et bienvenue dans cette rencontre depuis le Parlement européen à Strasbourg. Comment en finir avec le fléau des morts au travail ? 2 députés européens proposent 15 mesures pour y remédier, mesures qui sont portées par le groupe La Gauche au Parlement européen. Il s'agit de Marina Mezure et de Anthony Smith, qui était, avant d'être député européen, je le rappelle, inspecteur du travail. Vous étiez également responsable CGT au ministère du Travail. Bonjour à vous deux. Merci d'être sur le plateau de l'Humanité. Merci. On va peut-être commencer déjà par le constat qui est alarmant. 9 décès par jour dans l'Union européenne, morts au travail. En France, je crois que c'est 3 personnes par jour qui meurent du travail. Des morts dont on ne parle, il faut le dire, pratiquement jamais. C'est l'ampleur de cette hécatombe que vous voulez aujourd'hui rendre visible. Vous diriez ça, Marina Mezure ? Oui, tout à fait. Et effectivement, comme vous le disiez, on a aussi une histoire personnelle en lien avec ce sujet. Anthony, comme inspecteur du travail, moi en tant qu'ancienne militante syndicale dans le secteur du BTP, où il y a un mort par jour dans ce secteur, c'est un des secteurs les plus touchés par la mort au travail. Beaucoup de jeunes qui partent le matin et qui ne reviennent pas le soir. Et donc c'est vrai que on avait à cœur de visibiliser ce combat. Que j'ai commencé en tout cas moi dès la première mandature avec les premières réunions que nous avons pu faire avec des associations de familles des victimes, avec des organisations syndicales et avec des personnes comme Anthony qui luttaient déjà dans son travail et il en parlera bien mieux que moi, mais qui depuis qu'il a été élu nous a rejoints dans le combat et c'est un combat essentiel pour visibiliser cette cause. Ouais, c'est formidable d'avoir pu rejoindre Marina et les camarades au Parlement européen pour porter cette bataille parce que vous donniez les chiffres à l'UMA en Europe, mais en France, c'est 1287 morts en 2023 et c'est une hécatombe. C'est une hécatombe qui malheureusement fait marque d'acceptabilité vis-à-vis des employeurs et de la sphère publique parce que, en fait, les campagnes de prévention ou les actions de répression sont totalement insuffisantes par rapport à cette hécatombe. Et c'est aussi pour ça qu'avec Marina, on s'en est saisi à côté d'autres qui font des choses formidables, toutes et tous, là où ils sont, dans les syndicats, dans les associations. Mais il fallait que nous aussi, au Parlement, on puisse porter cette voix, la relayer dans les directives et dans les différents textes. Et c'est ce qu'on ambitionne de faire. Et c'est ce qu'on décline à travers différentes mesures à l'intérieur de cette feuille de route. On va voir comment vous allez vous y prendre, parce qu'effectivement, ça fait un moment que vous travaillez sur cette question et ce n'est pas évident de faire avancer une question comme celle-ci pour les raisons que vous évoquiez il y a quelques instants. Sachant que, comment évoluent ces chiffres de mort au travail, c'est pas qu'on veuille absolument avoir un historique complet, mais ça s'arrange pas, si je peux le dire aussi brutalement. Oui, vas-y. Non, pardon, Marina. Oui, non, mais effectivement, juste pour redonner une tendance, en fait, quand la Commission européenne a lancé sa vision zéro, c'est-à-dire 0 mort au travail, 0 blessés graves d'ici 2030. C'est-à-dire dans 5 ans, quoi. C'est exactement ça. Dans le même moment, la CES, donc la Confédération européenne des syndicats, disait que dans 12 pays de l'Union européenne, il y avait une tendance à l'augmentation des morts au travail. Donc on était dans une communication de la Commission qui visait à dire on va atteindre l'objectif 0 mort au travail, mais la tendance était à l'augmentation. Et parmi les pays les plus touchés par cette augmentation, il y a justement la France. C'est-à-dire qu'en France, de plus en plus de personnes vont le matin au travail et ne reviennent pas le soir. Quels sont pour qu'on comprenne bien où vous en êtes également de votre travail de recherche par rapport à cette question-là, ça nécessite ce type de travail. Quels sont les types d'entreprises, j'allais dire, dans lesquelles la question des morts au travail se pose ? Vous parliez du BTP tout à l'heure, mais en dehors de ça, quels sont les types d'entreprises où les risques de mort au travail sont les plus importants ? Sous-traitance, travailleurs détachés, exactement, où est le plus grand risque ? Oui, bien sûr, c'est ces secteurs-là. C'est évidemment, plus on délite la responsabilité, mais Marina est une spécialiste de la question, je la laisserai en parler, mais plus on délite la responsabilité avec les niveaux de sous-traitance, et plus évidemment, on multiplie les risques. De même que quelle que soit la typologie des entreprises, plus on embauche des jeunes, plus on embauche des personnels précaires, plus on majore le risque d'accident. Et donc, outre les secteurs très accidentogènes du BTP, mais par exemple des forêts, moi j'ai travaillé en forêt pendant plusieurs années comme inspecteur, et on est face à des situations où utiliser une tronçonneuse face à un arbre, c'est généralement l'accident grave quand l'accident arrive, voire l'accident mortel. On a donc, oui, des secteurs qui sont extrêmement accidentogènes et qui, là encore, sont traités avec légèreté. On parle
parlé des morts. C'est vrai que Eurostat, qui fait autorité, nous classe dans le trio de tête des pays où on meurt le plus au travail en Europe, et en même temps nous classe dans le trio de fin des pays où on est le mieux au travail en Europe. Donc il y a cette difficulté-là qui n'est pas du tout appréhendée par les pouvoirs publics. Et ça se ressent, par exemple, sur les effectifs d'inspection du travail. On en parle dans la feuille de route qu'on a présentée, mais on se retrouve en France, par exemple, dans une situation indigente. On avait, il y a 10 ans, 2200 inspectrices et inspecteurs du travail sur le terrain. On en a aujourd'hui 1600. C'est plus de 15% de suppression des effectifs de contrôle à l'inspection du travail. Et c'est réellement, lorsque vous n'avez pas de possibilité de vérifier l'application de la réglementation du travail, vous parliez des accidents et des morts. Évidemment, on a une hausse de l'accidentologie dans les entreprises. Et les ordonnances Macron ont renforcé aussi la situation en supprimant les CHSCT. Et aujourd'hui, on a un terrain qui est celui d'une accidentologie qui est généralisée, pour lequel la ministre du Travail et le ministère du Travail sont indécents. C'est ça. Vous parliez, Marina Mezur, tout à l'heure du projet Zéro mort au travail d'ici 2030 de la Commission européenne, de l'Union européenne. Où en est ce projet concrètement aujourd'hui? Puisqu'il va bien falloir à un moment donné que vous raccrochiez à quelque chose qui se déroule au sein de l'Union européenne. Oui, effectivement, à ce stade, ça n'avance pas. Et donc, nous, ce qu'on a prévu, c'est d'essayer, à travers les différentes législations qui nous arrivent, donc c'est-à-dire pas une législation spécifique, mais à travers toutes les législations qu'il y a sur la table, d'inclure un certain nombre de mesures pour lutter justement contre ce fléau. Et quand on parlait de la sous-traitance, je pense que c'est un combat majeur parce que justement, il y a une campagne internationale, enfin européenne, mais donc internationale aussi, sur le fait de limiter la sous-traitance. Quand on parle de la sous-traitance dans le secteur du BTP, pour comprendre un exemple qui m'avait beaucoup marqué, en 2021, à Anvers, donc en Belgique, une école s'est effondrée, 5 ouvriers sont morts. Sur ce chantier, il y avait 221 ouvriers officiels. Vous savez combien il y avait d'entreprises? 282. Donc il y avait plus d'entreprises sur ce chantier du BTP que de salariés. Parmi eux, d'ailleurs, parmi les 5 personnes qui ont perdu la vie, il y avait un travailleur sans papier. Donc c'est pour montrer un peu l'ampleur du phénomène et le fait d'aller retrouver la responsabilité, qui était responsable de la santé et sécurité sur ce chantier, qui est d'ailleurs un chantier public parce qu'on parle d'une école. Eh bien, c'est pour ça que pour nous, c'est absolument essentiel de se dire qu'à travers les législations européennes, eh bien, par exemple, nous devons limiter, voire supprimer les niveaux de sous-traitance lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Des pays l'ont fait, je pense notamment à l'Espagne, qui a diminué à 2 niveaux les niveaux de sous-traitance dans le BTP. Eh bien, nous pourrions le faire dans tous les pays de l'Union européenne. C'est-à-dire que non, il n'y a pas besoin de 20 niveaux de sous-traitance, alors à part pour exploiter un peu plus les travailleurs et leurs droits, et exploiter leurs droits. Donc, c'est par exemple parmi les mesures que nous avons dans ce Je livret. rappelle, il y a 14 mesures que vous proposez. Exactement. Alors, on va peut-être pas toutes les énumérer, mais selon vous, quelles sont les principales et les plus importantes, celles sur lesquelles il faut qu'on focalise notre attention pour essayer de changer le mouvement en cours? Oui, moi, je vous parlais de l'inspection du travail. On fait une mesure choc qui est un inspecteur du travail pour 5000 travailleurs. Aujourd'hui, la norme de l'Organisation internationale du travail, c'est 1 pour 10 000. Déjà, cette norme n'est pas respectée dans de nombreux États. Mais si on voulait se ressaisir de la question de la santé et de la sécurité au travail, c'est ce ratio-là qui permettrait de faire un travail de terrain. Mais vous parliez des textes dans lesquels on pourrait faire rentrer des éléments. Eh bien, nous, on travaille sur la prévention des risques et l'exposition aux risques professionnels. On a aujourd'hui une directive à venir sur les risques psychosociaux. Il y a des milliers de décès qui sont liés soit à des suicides en entreprise, soit à des accidents vasculaires cérébraux, par ailleurs directement liés au travail. Eh bien, on pourrait, dans le cadre de cette directive, faire rentrer des mesures de prévention. On a donc aussi la possibilité de poser la question de la formation des travailleurs, mais aussi de la formation des employeurs. Vous savez, on est dans une situation où, pour créer une entreprise, on peut le faire très rapidement en ayant quelques notions. Mais on n'est jamais formé au respect des règles de sécurité en entreprise. Donc, on pourrait penser que dans la directive sur les marchés publics, qui va bientôt aussi arriver en discussion, on ait des clauses qui obligent la formation des salariés et des employeurs pour bénéficier des marchés publics, et des clauses qui les interdisent de marchés publics s'ils ont eu des accidents graves ou mortels, par exemple. Donc on a des moyens de peser dans le débat public européen sur ces sujets-là. L'idée, c'est que dans l'ensemble des décisions qui sont prises et des chapitres qui sont chalutés, si je peux dire, dans l'Union européenne, cette question des morts au travail soit prise en compte, quel que soit le domaine
dont il s'agit évidemment en ce qui concerne les questions sociales, mais en dehors de ça également. Il n'y a pas que cette question-là. Ce qu'il faut bien faire comprendre peut-être, c'est que ce n'est pas un sujet à part, mais c'est un sujet qui concerne absolument toute l'activité. Oui. C'est exactement ça. C'est avec Marina, l'axe qu'on a pris, c'est de chaque texte qui peut permettre de poser la question de comment préserver la vie des gens. Marina disait, il est illogique et inacceptable que des gens partent le matin pour ne pas rentrer chez eux le soir au travail. Ça ne devrait pas faire preuve d'acceptabilité. C'est inacceptable. Et c'est pas la faute à pas de chance. C'est pas la faute du salarié. C'est pas la faute. Non, c'est l'organisation du travail. Vous savez, avec Marina, on a travaillé avec les organisations syndicales. On a fait beaucoup de travail là-dessus. Et les inspectrices du travail, les inspecteurs nous disaient dans 9 cas sur 10, dans 9 enquêtes sur 10, on détermine des causes qui sont liées à des manquements de l'employeur, à l'organisation du travail qui est en cause dans les accidents. C'est ça qu'il faut casser, c'est ce plafond-là invisible qu'il faut casser pour que l'hécatombe cesse. Alors on n'en est pas encore à ce stade-là, bien sûr, mais est-ce qu'il y a moyen de faire pacte, on va le dire comme ça, puisque c'est un des grands mots de l'Union européenne en règle générale. Est-ce qu'il y a moyen de faire pacte, notamment ici au Parlement européen, avec d'autres députés, d'autres groupes, sur cette question des morts au travail? Est-ce que vous pensez que c'est une mobilisation qui est possible, un thème de mobilisation qui est possible et qui intéresse à l'heure actuelle les députés? C'est possible, mais je note quand même que lors du dernier mandat, j'avais été à l'initiative du premier débat au Parlement européen sur les morts au travail. Et je constate qu'il n'y a pas eu beaucoup d'engouement des autres forces politiques pour s'en saisir. Je pense notamment à la droite qui est venue intervenir à la tribune pour dire que ce n'était pas le sujet, que c'était une compétence des États membres. Alors que c'est précisément le sujet. Quand on parle des questions sociales, comme le disait Anthony, la question de savoir si on peut partir le matin au travail et revenir le soir, c'est une question qui doit tous et toutes nous préoccuper. Donc c'est vrai que non, je constate quand même que plusieurs groupes prennent ce sujet avec légèreté et je le regrette. Maintenant, c'est de savoir aussi, quand Anthony disait dans les différentes mesures, il y a aussi la question de la visibilité. Des familles des victimes nous disaient, quand on a fait la conférence de presse pour présenter ce livret, elles nous disaient, lorsque on est parent, lorsque notre enfant part avec un 2 roues, on a peur des fois pour sa sécurité, parce que la sécurité routière. Mais on ne s'est jamais dit que notre enfant pouvait partir le matin au travail et mourir au travail, tout simplement parce qu'on a invisibilisé cette cause. Et donc il y a une question aussi sémantique, c'est pour ça que parmi les mesures choc, et j'aimerais juste préciser celle-ci, le crime d'employicide est important. Alors c'est ça, c'est le mot que vous proposez pour désigner clairement le mot autour duquel il pourrait y avoir un pacte, un accord en tous les cas sur ce mot, quoi. Exactement. Comme il y a eu les féminicides, c'est-à-dire des violences faites aux femmes parce que femmes, et bien là, le crime d'employicide, c'était une discussion qu'il y a eu justement avec les familles des victimes qui étaient très attachées à la reconnaissance de cette notion. Et bien, ça permet de visibiliser ce combat essentiel pour dire que lorsque la responsabilité de l'employeur est reconnue, on doit parler d'employicide. C'est-à-dire que c'est l'employeur qui, par ses négligences, qui, par le fait de ne pas avoir mis en place des politiques de santé et sécurité au travail, a fait en sorte que son travailleur décède au travail. Il ne s'agit jamais de fatalité, en réalité. Il ne s'agit jamais de fatalité. C'est un phénomène social. Alors, ces mesures que vous proposez, il y en a 14, je le rappelle, on ne va pas toutes les énumérer, mais on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs reprises. Comment est-ce que vous allez procéder pour les faire connaître et ensuite pour tenter de les faire adopter? Alors là, on n'arrête plus. C'est-à-dire que nous, on a vraiment porté ça dans le travail concret. Maintenant, on a la feuille de route. Avec Marina, dès le 1er avril prochain, ici à Strasbourg, on sera en réunion publique commune, tous les deux, pour décliner ces mesures, débattre avec les citoyens, les citoyennes, les syndicalistes, les travailleuses, les travailleurs. Et donc, on va faire comme ça un mini-tour pour porter ces mesures. On les porte aussi dans le mouvement, évidemment, de la France insoumise, avec nos camarades. On les porte dans les propositions de texte et puis on les porte dans les réseaux médiatiquement pour, aux côtés de tous ceux qui sont nombreux, luttent parce qu'ils ont perdu leur fils, ils ont perdu leur fille, ils ont perdu ce que l'on ne peut pas perdre. Eh bien, on est toutes et tous tournés vers le même objectif, celui d'imposer dans le débat public les questions et les propositions que nous avons regroupées, mais qui seraient de nature à vraiment
commencer à inverser la logique et l'acceptabilité des morts au travail. Il est temps, la France s'honorerait à avoir en cette matière une politique qui soit ambitieuse, qui véritablement, reconnaisse le crime d'employicide, reconnaisse le statut d'orphelin du travail, reconnaisse, je ne vais pas toutes les lister, mais vraiment ce sont des éléments... Ça fait partie des mesures. Ça fait partie des mesures que nous proposons avec Marina, et ce sont autant de choses minimales pour que, oui, la sécurité, la santé se soient placées au même niveau que la production et le fait de bien faire son travail. Bien faire son travail, c'est pouvoir le faire toute sa vie lorsque l'on sait déjà comment le travail abîme, comment il use. Si en plus c'est risqué d'y perdre la vie, alors ça interroge sur le sens de tout ça. Vous parliez d'un groupe de gauche, mais plusieurs groupes de gauche, j'imagine, sont déjà sensibilisés sur cette question. Maintenant, il faut agir. Oui, maintenant il faut agir, il faut... Voilà. Mais c'est ça, non mais je veux dire, vous n'êtes pas seul dans un seul groupe, quoi, c'est ça que je veux dire. Non, la sensibilité est là. Maintenant, c'est les actions. C'est-à-dire qu'on a besoin effectivement de personnes pour porter ces combats, pour porter les combats dans les textes qui viennent. Parce que, comme le disait Anthony, il y a des textes sur la table. Les marchés publics, là, c'est sur la table. Donc, les combats, il va falloir que chacun prenne sa part aussi dans ce combat pour qu'on avance plus vite et qu'on y arrive à... Quelle peut être, et comment vous le ressentez déjà maintenant, la part des syndicats dans ce combat? Les syndicats sont pleinement impliqués déjà, autant le dire, parce que la construction de ce livret, de ces mesures, de cette feuille de route, s'est fait justement avec des organisations syndicales qui eux-mêmes mènent le combat depuis des années. Je constate cependant que effectivement l'implication du collectif des familles des victimes a été un peu un déterminant, je trouve, en tout cas à titre personnel. Je ne sais pas si tu partages aussi, parce que syndicalement, moi je vois que ça fait des années dans le BTP qu'on se bat pour faire reconnaître, visibiliser, pour dire ce ne sont pas des faits divers. Vous ne pouvez pas relayer la mort d'un salarié dans une rubrique faits divers. Mais d'un seul coup, lorsque les familles des victimes, lorsque des pères, des mères, des frères, des sœurs, des parents se saisissent du sujet en montrant la réalité de ce qu'ils vivent à travers la perte d'un être cher, eh bien, ça a donné une autre dimension au combat que nous menons. Et donc, c'est extrêmement important de pouvoir avancer avec eux. Les syndicats aussi avancent avec eux. Et nous, effectivement, c'est aussi à travers cette coopération que nous arrivons à mener le débat un peu plus haut, et évidemment jusqu'à ce que nous obtenons des victoires concrètes. Et là, on a besoin, parce que il y avait une étude qui disait que si nous ne faisons rien, justement par rapport aux objectifs fixés, il y aurait 30 000 morts supplémentaires d'ici 2030, justement, au niveau de l'Union européenne, parce que nous n'aurions pas mis en place des mesures pour protéger les travailleuses et travailleurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça qu'on peut éviter si nous prenons toutes les mesures nécessaires. Donc, concrètement, vous l'avez dit, Anthony Smith, vous allez faire un certain nombre de meetings de sensibilisation en France, en commençant par Strasbourg au début du mois d'avril, d'autres dans d'autres villes de France. Derrière ça, le retour attendu, c'est quoi à un moment donné? C'est qu'on change des législations ici et là et des modes de fonctionnement par rapport à cette question des morts au travail. Oui, c'est ça. C'est qu'à la fois, on pose dans les réglementations européennes qui peuvent être le cadre, les garanties collectives qui permettent de protéger. Ça, c'est la première chose. Dans les législations nationales, lorsque la compétence n'est pas européenne, par exemple sur la question des effectifs d'inspection du travail, et aussi, je pense à la résolution du Parlement ici de 2024 sur l'autorité européenne du travail, qui réclamait elle-même, dans une résolution votée par le Parlement, que ses prérogatives en tant qu'autorité européenne, et notamment ses prérogatives de contrôle, soient renforcées. Eh bien, nous allons évidemment, comme nous ambitionnons de rencontrer OSHA ou les autres instances, eh bien, rencontrer les instances pour porter ces propositions et les faire vivre au niveau de la sphère européenne où nous intervenons comme députés. Mais nous lions la question européenne, la question nationale, la question sociale et populaire dans un ensemble cohérent qu'on décline à partir de maintenant. Et on vous remercie, Luma, parce qu'on sait aussi que vous êtes extrêmement sensible au sujet, et que vous travaillez, vous aussi d'ailleurs, beaucoup sur cette question de l'hécatombe et des morts au travail. Et je pense que c'est chacun à sa place, à son poste de bataille, qu'on arrivera à changer les mentalités, parce qu'on a affaire à une chape de plomb, qui est une chape de plomb patronale. Elle est liée évidemment à la mise en concurrence d'un côté de la productivité et des gains de productivité, et de l'autre de la sécurité. La sécurité coûterait cher, elle ferait perdre du temps, et ça, il faut sortir de cette logique, quoi. Rien ne vaut une vie humaine. Rien ne vaut une vie humaine. Merci beaucoup à vous. On continuera, vous le disiez, on va continuer bien sûr à suivre ce que vous faites
après le travail qui a été fait là et qui va appeler à être connu tout simplement, dans une nouvelle sensibilisation d'un maximum de personnes qui pousseront un peu ensuite les revendications que vous avez par rapport à ça. On continuera à le suivre. Le premier rendez-vous, si vous l'avez donné vous-même tout à l'heure, c'est le 1er avril à Strasbourg. On y sera et on verra effectivement quel est aussi le degré le niveau de conscience et d'information qu'on peut avoir, que les gens peuvent avoir par rapport à une question comme celle-ci. Merci beaucoup. On est au début de quelque chose. On a l'impression, à vous entendre, qu'on est au tout début de quelque chose d'extrêmement important. Et on va suivre, bien sûr, cette affaire-là aussi. Merci à vous deux. À très bientôt. Au revoir. Et merci à vous qui nous avez suivis. Au revoir.